Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette seconde capsule d'une série de 3 qui porte sur l'optimisation de la pollinisation dans une démarche conjointe entre agriculteurs et apiculteurs. Cette seconde capsule va traiter plus particulièrement de la pollinisation des cultures. Il est intéressant de noter que 70% des 100 plantes les plus communément utilisées en agriculture ont besoin des pollinisateurs pour se développer. Depuis 1960, les surfaces agricoles ne cessent d'augmenter dans le monde. L'agriculture devient donc de plus en plus dépendante des pollinisateurs. Au début des années 90, les pollinisateurs contribuaient pour 200 milliards de dollars par an à l'économie mondiale agricole, un montant porté à 300 milliards de dollars par an en 2020. Les objectifs du plan Green Generation 2020-2030 au Maroc sont ambitieux. Gagner 50% de rendement, doubler les exportations agricoles. En 15 ans, 9000 hectares ont été consacrés aux fruits rouges. La superficie en agrumes a augmenté de 52%, soit plus de 40 000 hectares. Celle des primeurs a augmenté de 42% pour atteindre 40 000 hectares en 2019, alors que les objectifs à atteindre étaient déjà de 53 000 hectares. Plus que jamais, les pollinisateurs sont une nécessité économique absolue. Les insectes contribuent à hauteur de 35% à la production mondiale agricole et permettent aux plantes de développer des micronutriments essentiels pour la santé humaine. Les pollinisateurs apportent une quantité de pollen supplémentaire qui va favoriser la fructification des fleurs et ainsi augmenter la quantité de fruits ou de graines par plant, mais aussi leur poids, le rendement et la qualité des récoltes. Prenons l'exemple des fraises qui ont reçu la visite des pollinisateurs. Elles se développent mieux, présentent un aspect esthétique plus agréable, ce qui augmente leur valeur. C'est la même chose pour le tournesol, dont les fleurs qui ont été pollinisées produisent des graines contenant un pourcentage d'huile plus grand. Une fleur de pommier, elle, ne générera toutes ces graines que si elle a été pollinisée par plusieurs abeilles et complètement fertilisée. Elle peut générer ainsi 10 graines. Si toutes les graines ne se développent pas, le fruit ne poussera pas correctement. Les pommes seront mal formées et leur poids réduit. Des recherches sur les myrtilles ont prouvé que si elles poussent près d'un rucher, la production de baies se fera dans 89% des fleurs. Dans un endroit sans abeilles, le taux ne sera que de 47,5%. De plus, le poids moyen de la baie sera plus important pour celles fécondées par des abeilles que pour celles qui ne le seront pas. 0,578 g contre 0,348 g. La pollinisation des abeilles produit donc non seulement plus de fruits, de baies et de graines, mais peut aussi améliorer la qualité des produits. De plus, la pollinisation efficace des fleurs protège les cultures contre les ravageurs. Par exemple, une seule fleur de brassica attend d'être pollinisée et fertilisée avant de se refermer et de tomber. Si les abeilles sont en nombre insuffisant, la pollinisation peut prendre plusieurs jours. Pendant cette période, la fleur est attaquée par des ravageurs qui dévorent le pollen, sucent la sève, pondent des œufs ou l'abîment d'une autre manière. S'il y a suffisamment d'abeilles, les fleurs ne seront épanouies que pendant une courte période et les ravageurs n'auront pas suffisamment de temps pour les détruire. En résumé, un nombre approprié d'abeilles garantit une pollinisation efficace et rapide et protège les cultures contre les ravageurs. On sait aussi que peu de pollinisateurs sont exclusifs d'une plante. Donc favoriser la biodiversité, c'est avantager aussi l'agriculteur dans sa quête de rendement qualitatif. Depuis les années 60, les pratiques agricoles se sont intensifiées, augmentant les rendements des cultures, mais produisant aussi de nombreux effets négatifs sur les insectes pollinisateurs et sur la biodiversité en général. Il est à noter que la réussite des cultures ne nécessite pas toujours de pollinisation. Des céréales, indépendantes des pollinisateurs, aux pommes, prunes ou courgettes qui en dépendent beaucoup. Il existe une disparité de dépendance des cultures aux pollinisateurs. On estime que 35% de la production agricole mondiale dépend d'insectes pollinisateurs sauvages qui butinent les fleurs de ces plantes cultivées et en assurent la pollinisation. Les résultats montrent que le rendement moyen des cultures, peu ou non dépendantes du service de pollinisation, augmente avec l'intensité de la pratique de l'agriculture
et que la variabilité du rendement diminue. Cependant, ces gains s'amenuisent pour les cultures plus dépendantes du service de pollinisation. Pour les cultures très dépendantes en pollinisateurs, entre 65 et 95%, le rendement moyen n'augmente pas avec les pratiques agricoles plus intensives et une plus forte variabilité du rendement moyen est observée. Chaque culture a son objectif de pollinisation. De manière générale, en arboriculture, culture maraîchère, développement de production de semences, l'utilisation des pollinisateurs n'est plus à démontrer. Et c'est le choix du bon pollinisateur qui va s'avérer déterminant en termes d'objectifs à atteindre et de charges à économiser. La question qu'il faut se poser avant de commencer, faut-il choisir les bourdons plutôt que les abeilles pour polliniser? A priori, la gestion des ruchers de bourdons est plus facile comparée à celle des ruchers d'abeilles. Mais il faut en même temps se poser la question de choisir quel est le meilleur pollinisateur pour la culture. Le bourdon est le pollinisateur des fleurs qui ont besoin de vibrations. C'est le cas de la tomate, dont les fleurs ont besoin d'être secouées pour que les grains de pollen tombent sur les ovules. Grâce à ses puissantes ailes, le bourdon est quasiment le seul butineur à pouvoir s'accrocher, tête en bas, à la fleur de tomate pour la faire vibrer. Lorsque les tomates sont cultivées en plein air, c'est le vent qui s'en charge. Il en est de même pour les poivrons, fleurs en position latérale difficile à butiner pour les abeilles. Les aubergines, les myrtilles, mais aussi les variétés précoces de fraises ou de framboises, car les abeilles sont moins actives pendant l'hiver. Toutefois, les abeilles restent le butineur de près de 80% des plantes utiles ou sauvages, des fraises au trèfle en passant par les framboises. Sur les 100 espèces végétales qui assurent plus de 90% de l'alimentation humaine, 71 sont pollinisées par des abeilles. On entend dire souvent qu'on préfère utiliser les bourdons dans les fruits rouges car une abeille est active plus tard et s'arrête plus tôt qu'un bourdon. Mais une ruche de bourdons se compose de 150 individus, alors qu'une ruche d'abeilles abrite 10 000 à 15 000 butineuses. Le choix du bon pollinisateur doit être fait en fonction de l'espèce à polliniser et non de l'activité du pollinisateur. A l'inverse, une serre de tomates qui contient trop de bourdons peut provoquer l'effet inverse et finir par abîmer les fleurs à force de les faire vibrer. Les fleurs donnent alors des fruits difformes, voire pas de fruits du tout. On appelle cela le surbutinage. D'autres arguments doivent être pris en considération. Un bourdon est moins agressif et moins mobile, ce qui est appréciable sous serre lorsqu'il évolue au milieu de dizaines, voire plus d'ouvriers. Il n'y a pas non plus de communication entre eux, ce qui les laisse libres de butiner de façon homogène et régulière proche de leur ruche. L'abeille agit différemment. Une colonie peut sortir d'une parcelle pour se concentrer sur le pommier fleuri du voisin. Le choix des abeilles est une réflexion économique. Il est intéressant de noter qu'il est moins cher de gérer des ruches d'abeilles locales que des ruches de bourdons qui doivent être renouvelées régulièrement à condition de travailler avec des apiculteurs professionnels capables de gérer de grands ruchers. Il semble donc judicieux de faire appel à un apiculteur pour polliniser des parcelles. Mais dans le contexte actuel, de nombreux apiculteurs professionnels sont récalcitrants à poser leurs ruches dans les fermes. Le travail de pollinisation est antagoniste de la récolte de miel pour les raisons suivantes. Le miel est la nourriture indispensable des abeilles pour polliniser. Le déplacement des ruches pour la pollinisation entraîne des pertes d'abeilles, principalement les butineuses. Des ruches sont perdues à cause des intoxications qu'entraînent les traitements phytosanitaires. La charge de travail supplémentaire en pleine saison apicole, essaimage, transhumance, suivi des ruches, le vol des cadres de miel dans les fermes. Alors comment les convaincre de mettre leurs ruches à la pollinisation? Le lien entre agriculteurs et apiculteurs doit être fort et peut faire l'objet d'un contrat. La communication est essentielle. Pour un meilleur service, l'apiculteur qui pollinise doit être professionnel. Et ce service doit être rémunéré pour que les apiculteurs proposent leurs ruches les plus fortes afin que les agriculteurs bénéficient des meilleurs résultats. Comment bien choisir les ruches qui iront polliniser? Tout d'abord, quand installer les ruches? Selon la phénologie de la plante cible, au début de la floraison, lorsqu'il y a de 10 à 20% de fleurs pour ne pas laisser libre cours aux abeilles d'aller butiner ailleurs.
Combien d'abeilles les ruches doivent-elles comporter? Il est nécessaire de vérifier au préalable combien de colonies sauvages ou de ruchers existent dans les parages et si d'autres cultures dans le voisinage sont susceptibles d'attirer les abeilles. Des colonies vigoureuses sont constituées de 20 000 à 25 000 ouvrières et de plus de 5 cadres de couvains en permanence. La surveillance rapprochée de l'apiculteur pour maintenir la vigueur de la colonie est primordiale. En cas de déficit en nectar, un apport de compléments nutritionnels énergétiques est à prévoir. Des visites régulières, programmées avec l'agriculteur, doivent permettre de réguler tout dysfonctionnement d'une ou des colonies pollinisatrices. À quel endroit l'apiculteur doit-il placer les ruches? Voici quelques indications à respecter. Les ruches doivent être déplacées de nuit et il faut leur laisser du temps d'adaptation à leur nouvel emplacement. Il est nécessaire de guider les abeilles en mélangeant le sirop de sucre avec des fleurs de la culture. Être attentif à l'attractivité des cultures environnantes. Placer les ruches par groupe de 4, séparées d'environ 3 mètres entre elles, à proximité de la culture à polliniser, maximum de 500 mètres. Respecter une distance d'environ 300 mètres entre les groupes de ruches. Protéger les ruches des vents dominants. Orienter sud-est de préférence afin de faciliter le travail matinal des butineuses. Installer les ruches dans un endroit sec, facilement accessible en tout temps et engazonné. Éviter les endroits humides. Les poser sur un support et pas au sol directement. Les placer près d'une source d'eau naturelle ou placer des bacs d'eau avec des flotteurs afin que les abeilles puissent s'abreuver sans se noyer. Et les exposer au soleil. Côté agriculteur, que faire pour réussir la pollinisation de ces cultures? Aménager des emplacements pour les colonies d'abeilles, ne pas irriguer par aspersion au moment où les abeilles sont en période de butinage, il en est de même pour les traitements foliaires, ne pas désherber dans la serre ou dans les alentours, bien gérer son irrigation et surtout ne pas récolter le miel. Une colonie de 50 000 individus produit environ 60 kg de miel par an et il en faut 40 kg pour couvrir les besoins internes en nourriture des abeilles, maintien à 35 degrés de la température, production de gelée royale. Il faut aussi cesser les traitements insecticides dès que la fleur se forme et avertir l'apiculteur en cas d'obligation de traitement afin de décider ensemble des mesures à prendre. Il faut favoriser la lutte intégrée et protéger son personnel et avertir le voisinage contre les piqûres. En conclusion, l'apiculteur et l'agriculteur s'engagent conjointement à tenir compte des contraintes de l'autre. Les pratiques agricoles seront adaptées, bonne gestion des produits phytosanitaires et conduite agronomique respectueuse. L'apiculteur s'engagera à livrer et retirer les colonies selon la demande de son client, qui évaluera le bon déroulement de l'activité de pollinisation des abeilles. Le service de pollinisation doit donc être payant. C'est un partenariat win-win entre agriculteurs et apiculteurs et humanité. Un prochain pas serait de s'engager à travers le label Bee Friendly pour protéger les pollinisateurs au travers de bonnes pratiques apicoles afin de mieux valoriser ce travail auprès de la grande distribution. Ou au moins de commencer par travailler avec des apiculteurs qui promeuvent les races locales. Nous voici à la fin de cette seconde capsule. Je vous remercie pour votre attention et le dernier module de formation concernant la pollinisation et les abeilles traitera de leur santé et du syndrome de l'effondrement des colonies d'abeilles. À très bientôt.